De NSI de la session 2023. Alors cette fois, on va pas s'attaquer au sujet A, mais bien au sujet B. Ce sujet nous propose un premier exercice sur Linux, les réseaux et les bases de données. On va commencer sans plus tarder. Alors, pour cette première question, on a accès à une vision d'ensemble des répertoires Linux de la machine sous forme d'arbre binaire, juste ici. Donc on va commencer tout de suite avec la question A, la petite A. Alors, sachant que le répertoire courant est le répertoire fiche, donc fiche, il est bien ici, indiquez sur la copie les numéros de toutes les commandes parmi celles proposées ci-dessous qui permettent de se positionner dans le répertoire timbre. Alors, la commande 1, elle est correcte. Alors, effectivement, parce que on sait que le slash, il permet de nous repositionner à la racine de la machine. Donc ici, là où ma souris tourne. Ensuite, on se dirige dans le répertoire home, ensuite dans le répertoire documents, collection et puis timbre. Donc c'est tout à fait correct. Pour la commande 2, alors il y a un truc qui cloche, c'est qu'on utilise un point slash. Le point slash, on le sait sur Linux, c'est pour exécuter des scripts. Et là, on ne cherche pas du tout à exécuter un script, on cherche à se déplacer dans les répertoires. Donc c'est incorrect. Alors la commande numéro 3, elle est aussi incorrecte parce que ce qu'on essaie de faire là, c'est qu'on met le slash, donc on se repositionne à la racine de la machine comme je vous ai dit, donc ici, et ensuite on cherche un répertoire enfant qui se nomme timbre. Alors en répertoire enfant, il y a home et travail, donc il n'y a pas timbre, donc c'est impossible et ça va même faire une erreur. Commande 4, CD document collection timbre. Donc on sait qu'on se trouve grâce à l'énoncé dans le répertoire fiche. Le répertoire fiche, il est ici. Et depuis le répertoire fiche, on essaie de se rendre dans le répertoire document. Depuis le répertoire fiche, on a accès, on n'a pas du tout accès à un répertoire qui se nommerait document. On a juste accès à une image en .png notebook. Ensuite, pour la commande numéro 5, le point slash, on le sait, c'est pour revenir en arrière dans un répertoire. Donc sachant qu'on se trouve dans le répertoire fiche, on revient en arrière, on se trouve dans document. Ensuite, on va dans collection et dans timbre. Donc cette commande est tout à fait correcte. Et la commande 6, sachant qu'on se trouve dans le répertoire fiche, on voit bien qu'il n'y a pas de répertoire timbre dans le répertoire fiche. Donc c'est tout à fait impossible et ça va même générer une erreur. Donc, si vous avez bien suivi, la bonne réponse c'est la commande 1 ainsi que la commande 5. Voilà. Question B. Donner une commande qui permet d'accéder au répertoire timbre à partir de la racine. Donc si vous avez bien écouté ce que j'ai dit juste avant, à la question précédente, il y a une des commandes qui fonctionne, qui utilise justement ce principe, qui retourne directement à la racine pour aller chercher son chemin. Eh bien oui, c'est la commande numéro 1. Donc comme je vous ai dit, le slash permet de retourner à la racine. Et donc là, vous avez juste à recopier cette commande et ça sera juste. Question 2. On considère le réseau ci-dessous dans lequel les nœuds A, B, C, D, E, F et G sont des routeurs. Le type de liaison est précisé entre chaque routeur. On rappelle que la bande passante des liaisons FFTH est de 10 gigabits seconde et celle des liaisons Fast Ethernet de 100 mégabits seconde. Donc on s'intéresse ici au protocole de routage OSPF. A. Calculer le coût d'une liaison de communication par la technologie Fast Ethernet. Alors, d'après l'énoncé, C est égal à 10 puissance 8 divisé par D, où D est la bande passante en bits de la liaison. Comme on cherche à savoir le coût de la liaison Fast Ethernet, eh bien, on va juste faire du coup 10 puissance 8 divisé par D, soit D 100 mégabits en bits. 100 mégabits en bits, ça fait 10 puissance 8 bits, soit 10 puissance 8, ça fait 10 sur 10, ça fait 1. B. Le fichier collection timbre.csv contenu dans une machine reliée au routeur A doit être envoyé à une machine reliée au routeur G. Alors, routeur A, routeur G. On passe du routeur A à B, de B à C, de C à E, de E à F et de F
AG. Voilà, fin de la question. Question 3. Un extrait des informations stockées dans le fichier collection timbre.csv au format CSV est donné ci-dessous. Donnez les différents descripteurs de ce fichier CSV. Pour chacun de ces descripteurs, donnez les valeurs associées. Alors les descripteurs, c'est les noms qui sont en gras. Et si vous avez bien fait attention à la consigne, on vous dit que c'est un format CSV. CSV qui veut dire comma separated value. Ça veut littéralement dire des valeurs séparées par des virgules. Donc vous avez juste à recopier chaque partie en fonction, enfin recopier juste avant la virgule, puis vous faites ça pour chaque partie. Donc nom timbre, ça va être Gustave Eiffel, Marianne, Alan Turing. Année de fabrication, ça sera 1950-1989, 2012. Et nom collectionneur, ça sera Dupont, Durand et Dupont. Et voilà. Question 4. On cherche maintenant à stocker une partie de ces informations dans une base de données relationnelle. La relation suivante a été proposée. Timbre. Donc, question A. Définir la notion de clé primaire d'une relation. Alors, une clé primaire, c'est un identifiant unique qui a pour rôle de rendre unique chaque enregistrement d'une table. B. L'attribut nom peut-il jouer le rôle de clé primaire? Alors là, on voit clairement que c'est impossible, parce qu'on vient de dire que ça devait être un attribut unique, mais là dans le nom, il y a deux fois Gustave Eiffel. Donc c'est impossible que ce soit une clé primaire. Question C, même question pour l'attribut année de fabrication. On voit qu'il y a deux fois 1989, ici, ici, donc c'est impossible encore. Question D, dans le cas d'une réponse par la négative aux deux questions ci-dessus, proposez une solution permettant d'avoir une clé primaire dans la relation timbre. Alors la solution, ce serait donc de faire un identifiant numérique unique qui serait incrémenté automatiquement à chaque ajout d'enregistrement. Question 5, on considère maintenant la relation suivante. Petit a, décrire le résultat de la requête SQL ci-dessous. Donc on sait que le mot-clé update c'est modifier. Donc on vient modifier la table collectionneur et on vient set, donc définir l'attribut reflicence par ythpswz où le nom est égal à Dupont. Dupont avec un D, il sera ici et ici. Du coup la reflicence sera modifiée ici et ici. Petit b, expliquer pourquoi, suite à cette requête, l'attribut reflicence ne peut plus être une clé primaire de la relation collectionneur. Eh bien, comme on vient de le dire, ça va modifier à deux endroits différents, ce qui veut dire que l'attribut ne sera plus unique, car il sera présent ici et ici. Voilà. Question 6 et dernière question. Écrire une requête SQL qui affiche pour chacune des personnes nées en 1963 ou après le nom, le prénom et le nombre de timbres qu'elles possèdent dans leur collection. Donc pour cette fois, dans l'exercice SQL, on n'a pas de jointure à faire. Donc c'est une chance. Donc on va directement attaquer dans un éditeur de code en ligne. Enfin un éditeur de SQL en ligne plutôt. Donc on nous demande de sélectionner, donc on peut utiliser directement le mot select, de sélectionner le nom, prénom, ainsi que nombre de timbres. Donc je peux directement le copier-coller parce que c'est un peu embêtant à écrire. From, on va lui dire depuis quelle table on va aller chercher. Donc on nous renseigne dans l'énoncé que c'est la table collectionneur. Et en fait c'est un peu évident parce que c'est la seule table qui existe. Ensuite on crée une condition avec where. Et donc la condition, c'est que année de naissance soit plus grand ou égal à 1963 parce qu'on cherche à avoir les personnes qui sont nées soit en 1963, soit après. Donc, qui soit né, année de naissance par exemple, plus grand ou égal à 1963. Et voilà, donc c'est la fin de ce premier exercice.